Bienvenue dans le podcast des Franco-Expats, le rendez-vous incontournable des familles expatriées aux quatre coins de la planète. Je suis Audrey, fondatrice des Franco-Expats, professeure de français langue maternelle et langue étrangère, maman d'une famille franco-allemande et expatriée en Allemagne depuis 2010. Ici, on parle de transmission du français et de bilinguisme, mais aussi de maternité, d'enfance et de parentalité à l'étranger, sans filtre ni tabou. Chaque épisode explore la réalité de la vie parentale à l'étranger, entre élever ses enfants et faire vivre sa langue et sa culture loin de ses repères, avec honnêteté, conseils concrets et regards multiples. Toutes les 2 semaines, des parents et des familles nous ouvrent leur cœur et leur quotidien pour partager leurs stratégies, leurs doutes, les échecs et les victoires de leur vie multilingue et multiculturelle. Des intervenants, des experts de l'enfance et parfois les enfants eux-mêmes viennent enrichir la conversation de conseils concrets et de regards uniques. Plongez avec nous dans ces histoires inspirantes, utiles et profondément humaines. Parce que vivre la maternité et la parentalité à l'étranger et élever des enfants bilingues loin de son pays francophone, c'est avant tout une formidable aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëlys qui nous vient de France. Alors Maëlys, ce n'est pas une maman, ce n'est pas une famille expatriée, mais elle a été au pair dans différentes familles francophones à l'étranger et elle va nous parler aujourd'hui de son expérience. Bonjour Maëlys. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci aussi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Maëlys, j'ai 33 ans et je viens de Loire-Atlantique. J'ai, fait plusieurs échanges scolaires, quand j'étais assez jeune en Allemagne, dont le programme Brigitte Sauzet, qui a duré 3 mois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un échange, donc de 3 mois dans une famille, d'accueil en Allemagne et ensuite, là où le correspondante vient dans la famille française, pendant aussi 3 mois. Et en fait, grâce à ça, quand j'ai eu 19 ans, je cherchais un job d'été et j'ai eu envie de partir comme jeune fille au pair parce que je me suis dit, «Bah, c'est chouette de vivre dans une famille d'accueil» et c'est un bon moyen pour être, à l'étranger, mais en même temps, quand on est assez jeune, bah, on n'est pas complètement, perdu et tout ça. Et cette année, j'ai passé 1 an, comme jeune fille au pair à Berlin. Ça a été tellement bénéfique que j'ai recommencé plusieurs fois l'expérience, donc en Autriche, en Italie, en Grèce et même en Nouvelle-Zélande un peu plus tard. Et en parallèle, j'ai suivi une formation de juriste, mais je me suis rendu compte, grâce à mes expériences au pair, qu'en fait, je m'intéressais plus, à la petite enfance, aux langues et à l'enseignement. Donc c'est comme ça qu'après mes études, en fait, je suis partie faire un service volontaire européen en Slovaquie où j'ai travaillé aussi, auprès de jeunes enfants et ensuite je me suis retrouvée, professeure de français en Allemagne, puis professeure d'allemand en France et finalement je suis partie en PVT, en donc permis vacances-travail, en Nouvelle-Zélande où j'ai aussi travaillé dans une école, ce qui m'a permis de découvrir le système scolaire local et dernièrement, j'ai passé 4 mois en République tchèque pour découvrir, le système scolaire, là-bas dans les écoles alternatives. Donc vraiment, c'est ce qui m'intéresse en fait d'être, immergée, chez les locaux et voilà. C'est très très multiculturel. Et est-ce qu'on peut te demander quel est le prochain projet ou le prochain pays? Oui, du coup, ça va être le Japon, mais plus en tant que touriste que parce que c'est pour le coup, c'est mon copain qui part en permis vacances-travail, là-bas pendant 1 an. Donc je vais essayer d'y aller pendant 3 mois, avec un visa touristique. Mais j'espère quand même aussi, rencontrer des locaux et ensuite, je pense que je vais partir en PVT en Australie et je cherche aussi, peut-être, à travailler dans des écoles là-bas, parce que ça je trouve ça super intéressant et ça m'a beaucoup plu le système, scolaire en Nouvelle-Zélande et c'est un peu similaire. Très joli projet en tout cas. Alors, tu nous as dit que tu aimes la petite enfance, mais à la base, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à partir à l'étranger, notamment à être fille au pair? Alors je pense que c'est en fait, j'ai trouvé cette annonce de cette famille, donc franco-allemande sur le site de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. J'y allais régulièrement quand j'étais plus jeune pour, chercher des tandems, pour communiquer en allemand et tout ça, pour maintenir un peu les mes connaissances d'allemand, après le lycée. Et en fait, donc à la base, je savais même pas ce que c'était au pair et quand j'ai vu, à quoi ça ressemblait un peu, je me disais: «Ah bah, j'ai pas mal d'expérience, enfin j'avais fait pas mal de babysitting quand j'étais plus jeune» et je me suis dit: «Ah bah, c'est un peu ça, sauf que, bah, c'est encore mieux parce que du coup, on vit avec la famille» et donc la famille habitait à Berlin. Ça me rassurait un peu qu'ils soient franco-allemands parce que je me disais: «Bah, j'ai un bon niveau scolaire d'allemand, mais est-ce que, une fois sur place, en fait, si je me retrouve avec les enfants et que j'arrive pas à aligner 3 mots en allemand, qu'ils me respectent pas et tout ça, je me disais: «Bon, ça me rassure qu'ils comprennent le français».
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la famille, vivait à l'époque en France et ils fêtaient leurs 10 ans de mariage et leur départ de France pour l'Allemagne, à Bordeaux, donc c'est pas très loin de chez moi et ils m'ont dit: «Bah, si tu veux, tu peux venir, on a besoin de baby-sitter pour, donc le week-end et comme ça te permet de rencontrer la famille et puis on voit si» on avait déjà fait un entretien, via Skype, mais ça reste quand même, un échange virtuel et tout ça, et donc du coup, le fait de passer le week-end avec eux, donc là, pour le coup, j'ai rencontré la famille, au sens large, les grands-parents et tout ça et les oncles et tantes et surtout, bah, les enfants et les parents et en fait, je me suis dit: «Ah ouais, ils ont l'air super sympas et tout». J'avais déjà fait du coup mon échange de 3 mois aussi pas très loin de Berlin, donc je connaissais déjà un peu Berlin, ça me rassurait aussi un peu de savoir où je mettais les pieds. Je me disais: «Bon, l'Allemagne, la France, c'est pas si loin, si vraiment ça se passe mal, bon, bien sûr, on a un contrat quand on est au pair, mais on n'est pas non plus engagé pour, la vie et je me disais si vraiment, je le sens pas, même la famille du coup, ils avaient je devais être leur 8e au pair, quelque chose comme ça. Donc ils Waouh. avaient déjà de l'expérience, enfin ils en prenaient une par an en fait et les aînés avaient 8 ans et donc du coup, il m'avait un pas mal rassurée sur ça. Il m'avait dit que si je voulais contacter les anciennes au pair aussi, pas de souci. Donc vraiment, je pense que pour ma première famille, c'était vraiment, parfait parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont bah, on a juste des fois des échanges, voilà, virtuels et après on arrive sur place et en fait, entre la réalité et ce qui a été dit, c'est pas ça. Alors que moi, du coup, quand je suis arrivée, et bah, du coup, j'étais directement dans le bain de la famille. Surtout que eux sont arrivés une semaine avant moi à Berlin. Donc en fait, j'ai vraiment emménagé avec eux. Donc ça, c'était aussi trop chouette parce que, bah, des choses bêtes, mais du coup, c'est moi qui ai un peu rangé aussi la cuisine et tout ça. Donc après, j'étais pas perdue, quand je devais faire à manger ou mettre la table, bah, je savais où étaient toutes les affaires parce que j'avais aidé à installer. Et donc moi, j'étais intéressée parce que je voulais, j'avais déjà fait un an d'études en fait, j'avais déjà commencé mes études de droit, mais j'étais pas sûre de continuer. En même temps, je voulais pas, bah, juste attendre chez moi d'avoir la révélation, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Je me disais à la base, je voulais partir juste l'été et là, c'était un an, mais je me suis dit: «Ah, en vrai, ça me ferait une expérience, du coup, pour progresser en allemand de nouveau, peut-être voyager un peu» parce que, bah, en tant qu'au pair, on a un petit peu d'argent. Donc je voyais ça vraiment, comme une opportunité bah, de prendre du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Un peu en fait, dans beaucoup de pays, ils font après le lycée, où ils sont encouragés à partir à l'étranger. Moi du coup, on m'avait pas trop encouragée, après le lycée, on m'avait dit: «Bah, tu es une bonne élève donc bah, va faire des études supérieures et puis, ça dure longtemps donc commence maintenant». Et donc en fait, je me suis permise moi-même de faire cette année de césure, à ce moment-là et du coup, le fait d'être, au pair, bah, c'était, un bon moyen d'être, donc j'étais plus chez mes parents, mais quand même j'avais un cadre familial et en plus, bah, oui, comme je disais, ça s'est super bien passé avec la famille donc ouais. C'est super. Et dans combien de familles tu as été au pair? Du coup, j'étais donc, une fois en Allemagne pendant un an. Ensuite, 2 étés en Grèce dans la même famille, 2 étés en Italie dans 2 familles différentes. 1 année en Autriche, et plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, donc 6 familles. Ok, ça fait un joli nombre. Est-ce que tu as remarqué des différences dans l'attente de ces familles par rapport, de manière générale, à ton travail de fille au pair et on va en parler ensuite par rapport à leur attente de la transmission du français? Oui, alors déjà, en fait, c'est pas forcément, toutes les familles ne souhaitent pas, que l'au pair, transmette sa langue. Par exemple, j'ai eu le cas, en Autriche, donc c'était une famille autrichienne qui parlait allemand et en fait, eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants. Donc ils souhaitaient quelqu'un qui parle bien leur langue, puisqu'il fallait pouvoir communiquer avec les enfants, sans trop de problèmes. Après, il fallait pas forcément être bilingue, quoique en Autriche, j'ai dû passer un examen pour être au pair. Donc j'ai eu un diplôme après, et j'avais, plusieurs questions pour savoir comment je gérais certaines situations avec les enfants et il y avait aussi un test de langue, donc ça, c'est le seul pays où j'ai dû faire ça. Donc là, par exemple, ils ont pas du tout souhaité à ce que alors ça les dérangeait pas si je leur apprenais quelques mots, en français et d'ailleurs, souvent, bah, des fois quand
pour moi, c'était plus simple de parler en français, d'expliquer quelque chose et ensuite de m'auto-traduire plutôt que sinon je trouvais que bah, si je parlais directement en allemand, surtout au début, bah, je bégayais un peu, donc je perdais un peu au niveau de l'autorité. Donc du coup, je commençais à faire mon petit discours en français et après je me traduisais. Et après, au fil du temps, bah, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai énormément progressé, bah, moi en allemand, ce qui était mon objectif. Après, il y avait d'autres familles, par exemple, donc la famille franco-allemande à Berlin. Eux, c'était vraiment leur souhait que, quand ils vivent en France, du coup, ils prennent des opères allemandes pour le maintien de l'allemand et quand ils sont en Allemagne, ils prennent des opères françaises ou francophones pour maintenir le français. Donc je parlais français avec les enfants. Après avec le père qui est donc allemand, je pouvais un peu parler, allemand, il y avait pas de souci et avec la maman, je parlais français et la langue familiale, c'était quand même plus le français de façon générale. Mais je leur faisais pas des cours par exemple, c'était juste, bah, au quotidien, je leur parlais en français. Dans ma première famille au pair en Italie, la maman a vécu jusqu'à ses 20 ans en France, donc elle a essayé de transmettre le français à son aîné, qui avait donc, bah, moi 6 ans quand, je suis arrivée, cet été-là. Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, avec le jardin d'enfants, bah, au début, elle avait donné quelques mots, en français, mais le personnel du jardin d'enfants ne parlant pas français, ils ont un peu mis ça de côté et tout ça. Et sachant que son mari, lui, ne parlait pas français, à la maison, elle a eu beaucoup de mal à maintenir le français. Donc elle s'est dit, bah, que, d'avoir, un garçon au pair ou une, jeune fille au pair à la maison, pendant l'été, ça pourrait aider. Sachant que, ils ont aussi de très longues vacances, d'été et que, alors, bah, des fois, il y a les grands-parents qui sont, disponibles pour garder, mais, ils ont quasiment 3 mois, je crois. Donc, elle était aussi contente d'avoir, une aide, à la maison, pour garder, les filles, donc qui avaient 6 et 4 ans. Et donc moi, quand je suis arrivée, elles étaient un peu stressées parce qu'elles savaient que je parlais pas italien et malgré que l'italien et le français soient proches quand même, elles avaient peur bah, qu'on se comprenne pas et tout ça et je restais quand même toute la journée avec elles, pendant que les parents travaillaient. Mais du coup, la maman me disait toujours, «J'ai mon téléphone à côté, s'il y a un gros problème d'incompréhension et tout ça, pas de problème», on elle était disponible et tout ça, donc c'était un peu rassurant. Ça a aussi beaucoup rassuré les filles. Et du coup, ce qui était, super marrant, c'est que, bah, en fait, on allait au parc, ou dans des lieux publics et moi, je parlais français, elle me répondait en italien et on arrivait à se comprendre, la plupart du temps et les gens autour de nous, du coup, ils trouvaient ça très bizarre et souvent, bah, forcément, j'étais l'adulte, du groupe, on va dire, donc les personnes, voulaient me parler à moi, mais moi, je comprenais pas trop ce qu'elles me disaient, donc c'était les enfants qui répondaient et donc ils étaient un peu étonnés. Par exemple, si on allait, au glacier pour acheter des glaces et tout ça, au début, moi, j'étais pas super à l'aise, de parler, de commander en italien, donc c'était, souvent, les enfants qui le faisaient et tout ça, donc c'était, assez marrant. Mais du coup, j'ai remarqué et aussi les parents, que les filles, du coup, progressaient énormément parce que, bah, mine de rien, on parlait beaucoup, toute la journée et moi aussi, du coup, je progressais en italien et aussi avec la maman, du coup, on parlait beaucoup en français et avec le papa, on se parlait en anglais, donc c'était aussi, intéressant, un peu ce trilinguisme, et entre eux, bah, ils se parlaient bien sûr en italien et donc j'ai beaucoup aimé. Donc en Grèce, par exemple, c'était différent. Là, les parents voulaient vraiment que je fasse des cours de langue. Donc les enfants étaient un peu plus âgés. Donc j'ai été 2 fois dans cette famille. La première fois, l'aîné avait 10 ans, celui du milieu 7 ans et le plus jeune 3 ans. Donc avec celui de 3 ans, on faisait des jeux, bien sûr. On n'allait pas faire, de la grammaire ou des choses comme ça. Et avec les plus grands, on faisait, un peu plus, on va dire, de façon scolaire. Donc j'avais pas vraiment de programme ou d'objectif à atteindre à la fin de l'été. J'allais pas enfin la maman avait bien conscience que j'allais pas les rendre bilingues non plus. Ils prenaient des cours de français durant l'année, mais c'était plus un peu un renforcement, individuel et tout ça. Et dans cette famille, en fait, ils étaient, déjà bilingues, mais grec et anglais. Et aussi, ce qui m'est arrivé, une seule fois en fait dans toutes mes familles au pair, c'est qu'en fait on était 2 jeunes filles au pair dans cette famille. Mmh. En fait, ils avaient une au pair, bah, durant l'année, qui était là, pour faire, bah, on va dire un peu plus que moi je faisais quand j'étais au pair aussi à l'année, en Allemagne par exemple ou en Autriche. Et moi j'étais plus là pour enseigner le français justement et aussi pour par exemple la surveillance de baignade, parce qu'ils avaient une piscine et ils habitaient au bord de la mer
Et souvent, ils avaient les cousins qui venaient ou des amis et tout ça. Donc ça faisait, beaucoup d'enfants. Donc du coup, la famille était rassurée d'avoir 2 personnes qui surveillaient, 3-5, enfants dans l'eau. Donc là, c'était aussi un peu particulier pour moi d'être, on va dire, assistante au père ou je sais pas. Et parce qu'aussi dans cette famille, par exemple, ils avaient, une femme de ménage et quelqu'un qui s'occupait des repas. Parce qu'en général, quand on est jeune fille au pair, on s'occupe un peu aussi des tâches, ménagères qui sont en lien avec les enfants. Par exemple, les lessives, on passe, aussi un petit coup dans les chambres, on fait ranger les enfants, ou où on aide aussi à faire quelques repas, où on fait du babysitting, par exemple, des fois le soir. Donc du coup, on prépare le repas des enfants, on les aide pour se coucher, on lit les histoires et tout ça. Et donc là, en fait, alors le premier été, dans cette famille, du coup, moi, j'avais un peu du mal à trouver ma place parce que justement, elle, ça faisait des années qu'elle était dans la famille, donc elle savait comment ça fonctionnait et tout ça. Moi, j'étais un peu la nouvelle, et en plus qui parlait une autre langue parce que l'objectif, c'était que je parle le plus souvent possible en français avec eux. Et du coup, ce qui était un peu intéressant, c'est quand on était à table où des fois, ils parlaient en anglais. Donc là, je pouvais comprendre et puis après, ils switchaient en grec et là, d'un coup, bah, moi, je comprenais plus. Et mais ce qui était bien, c'est que notre au-pair, elle était aussi intéressée pour apprendre un peu le français, donc ça motivait un peu les enfants, donc voilà. Donc c'est toujours, enfin, un peu différent, et en Nouvelle-Zélande, c'est une famille, française mais qui est installée là-bas depuis 16 ans. Donc les enfants sont nés en Nouvelle-Zélande et ils allaient dans une école où ils suivent le programme scolaire néo-zélandais, mais 60% du temps en français et 40% du temps en anglais. Donc les enfants comprenaient bien les deux langues, mais entre eux, ils allaient plus facilement parler anglais. Ils ont grandi en Nouvelle-Zélande et c'est la langue qu'ils entendent au quotidien. Et les parents, comme eux, ils parlent aussi anglais au travail toute la journée et que bah, ça fait 16 ans qu'ils sont en Nouvelle-Zélande, de temps en temps, à table, si les enfants basculaient du français à l'anglais, les parents allaient répondre en anglais et le reste de la soirée pouvaient continuer en anglais. Et ils ont dit, bah, on essaye pourtant de rebasculer en français parce qu'on veut qu'ils gardent le français et notamment bah, pour les liens avec les grands-parents qui sont en France. Ils avaient de la chance que les grands-parents étaient retraités et ils pouvaient venir passer 3 mois en Nouvelle-Zélande. Donc pendant 3 mois, du coup, les enfants là, ils parlaient bah, que français parce que les grands-parents ne parlent pas forcément anglais. Mais du coup, ils nous ont dit, parce que j'étais avec mon copain dans cette famille, que c'était bien parce que nous, en fait, vu qu'on arrivait de France et tout ça, quand ils nous parlaient en anglais, en fait, on arrivait à continuer à la conversation en français. Donc du coup, on est resté 3 mois dans cette famille. Et ils ont dit, oui, ça nous aide parce que du coup, on arrive bien à maintenir un peu le français à la maison, ce qu'on essaye de faire. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand notre quotidien est en anglais, quoi. Et justement, est-ce que ces familles, alors toutes celles que tu as citées, ou notamment les familles franco quelque chose à l'étranger, est-ce que les enfants faisaient encore d'autres activités en français, alors notamment des activités extrascolaires, ou c'était vraiment que toi qui étais l'autre source de français? Oui, c'était que moi. Ou à l'école, c'est pas une activité en dehors de l'école, mais l'école, donc en Allemagne, c'était une école européenne où ils avaient la moitié des cours en français et l'autre moitié en allemand. Comme je disais aussi en Nouvelle-Zélande, c'est pareil, ils avaient une partie des cours en français et une partie des cours en anglais. Donc il y avait quand même, ce soutien, on va dire, à l'école et ce cadre un peu où ils parlaient français. Mais sinon, après, ça allait être, dans leur entourage en fait, bah, notamment, à Berlin, comme, c'était une école, franco-allemande, il y avait, d'autres enfants, qui, bah, qui parlaient français, potentiellement. Et alors au début, c'était un peu marrant parce que les grands qui avaient 8 ans, c'est des jumeaux, ils disaient, «Non mais nous on va pas être amis avec des Allemands, on veut que parler français et tout ça». Sauf qu'en fait, bah, quand tu es enfant, tu choisis pas avec qui tu as des Eh oui. affinités, enfin c'est pas la langue qui détermine, si tu as des affinités ou pas. Donc finalement, ils ont eu des amis, allemands aussi et ils se sont mis à parler allemand aussi, mais au début, c'est vrai que, par exemple, oui, je disais que le papa parlait allemand, mais les enfants répondaient en français. Ils étaient plus à l'aise en français et j'ai un peu vu le basculement durant l'année, on va dire, le fait qu'ils soient quand même, bah, immergés enfin, autour d'eux, bah, on était en Allemagne, donc j'ai vu un peu que ça basculait. Par exemple, le plus jeune, au début, il était aussi dans un jardin franco-allemand et au début, oui, il parlait enfin, tout le temps français et donc moi, je suis arrivée fin juillet et je pense que vers Halloween, oui, il a commencé à un peu parler, de lui-même en allemand et tout ça, et à quelque chose qu'on n'avait pas,
auquel on n'avait pas pensé avec, les parents, c'est que, du coup, ils comprennent l'allemand et donc à l'école, bah, je sais pas exactement comment ça se passait parce que j'étais pas à l'école avec les enfants, mais enfin, si la maîtresse leur parlait en allemand, ils répondaient aussi en allemand parce qu'ils en étaient capables. C'est juste que, plus naturellement, ils allaient parler français et en fait, donc je faisais les devoirs avec eux et un des grands me disait, «Ah mais je peux pas faire les devoirs de maths, je comprends pas et tout ça». Et donc je lui lis la consigne et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas l'exercice de maths, c'était qu'il arrivait pas à lire en allemand et en fait, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé parce que, bah, du coup, ils avaient 8 ans et ils avaient appris à lire, en France, en français et je pense qu'on s'était, bah, dit, bah, du coup, c'est le même alphabet et tout ça, donc ça va le faire. Mais en fait, il y avait quand même besoin d'un petit coup de pouce et donc ça, c'est le papa qui s'en est chargé, puisque, bah, c'était lui, le natif et en fait, ce qui était super impressionnant, c'est que parce qu'on a mis quand même, un peu de temps avant de se rendre compte de ce problème et du coup, j'ai dit: «Mais comment vous avez fait, jusqu'à maintenant à l'école, des tests et tout ça, il faut bien, lire?» Et en fait, il disait: «Bah, non, mais la maîtresse, elle lit toutes les consignes, donc on retenait» et je me suis dit: «Waouh, impressionnant» et du coup, ouais, ça, c'était, aussi par rapport à l'école. En fait, les enfants que j'ai gardés en Allemagne, donc les aînés avaient 8 ans, donc c'était des jumeaux et en Autriche, elles avaient 8 ans et c'était des jumelles et du coup, c'était, bah, on va dire la même classe. Alors moi, du coup, j'ai révisé, mes tables de multiplication, à chaque fois et en fait, du coup, j'ai un peu remarqué, alors bon, moi, le primaire, c'était un petit peu loin, c'est vrai, mais j'ai trouvé que, du coup, en Allemagne et en Autriche, au primaire, ils ont un gros focus sur les maths, beaucoup plus que dans mes souvenirs, quand moi, j'étais au primaire. Après, il y avait aussi, bah, la lecture, et ils avaient des poésies aussi et tout ça et par exemple, en Allemagne, comme c'était une école, européenne, ils avaient cours quand même jusqu'à 4h30. Donc ça faisait quand même des bonnes journées, mais on avait souvent facilement, 1 heure de devoirs après, de mathématiques, des exercices et tout ça et en Autriche, la première fois donc la maman me dit: «Bah, à 12:30, il faut aller les chercher, pour le déjeuner et tout ça», donc moi j'y vais et ensuite donc on mange et je leur dis: «Bah, à quelle heure je vous ramène à l'école?» et elles me disent: «Bah, non, mais demain, là, c'est fini l'école» et moi je dans ma tête, j'étais: «Bah, non, mais il est 12:30, c'est trop tôt», enfin et en fait, elle commençait l'école à bah, je crois c'était 8h30 je crois, ou 8h15 et soit elle terminait à 11h30 ou 12:30 et ensuite voilà, on mangeait ensemble et l'après-midi par contre, on avait facilement 2 heures, de devoirs alors que, c'était des bonnes élèves et qu'elles avaient pas de difficultés particulières. Mais, on avait oui, beaucoup de lecture, beaucoup de maths, et ensuite, elles avaient, bah, plein d'activités, sportives ou, de la musique ou, voir les copains et tout ça. Donc, c'était, bah, très différent de, ce que moi, j'avais connu, dans mon Ouais, enfance. du système français, en effet, hein. C'est ça. Et alors en Nouvelle-Zélande aussi, tu as dit que tu étais là pendant que les enfants allaient à l'école. Et le système scolaire est comment là-bas? Très différent et vraiment, on devrait s'en inspirer, alors bon, c'est peut-être pas toutes les écoles qui sont comme ça parce que là, moi, du coup en plus, j'ai travaillé, du coup, dans cette école et en fait, donc c'est une école publique, locale et ils ont une section française. Alors, il y a pas que des, on va dire des purs francophones. Pour rentrer dans la section, il faut quand même, bah, parler français parce qu'en fait, il y a pas de cours de français. C'est vraiment le programme qui est fait en français. Mais du coup, déjà au niveau des horaires, donc ça l'école elle commence à 9h et elle termine à 15h. Donc moi, je trouve que c'est c'est parfait. Dans l'école où j'étais, c'était divisé en 3. Donc ils avaient le gros bloc, le matin où c'était on va dire, les matières où il faut vraiment beaucoup se concentrer, donc de 9h à 11h. Ensuite, ils avaient, morning tea, donc la première récré, on va dire première pause entre 11h et 11h30. Après, ils avaient un deuxième bloc, d'1 heure et demie, donc de 11h30 à 13h. Ensuite, ils avaient une pause déjeuner de 13h à 14h. Et ensuite, de 14h à 15h, c'était plus, alors soit il y avait des intervenants qui venaient, par exemple, soit c'était sport, soit c'était art, plus ce genre de matière. Alors ce qui était très différent, pour moi, par exemple, c'est, donc la pause déjeuner. En fait, ils avaient, obligation, parce que c'était un peu dur pour, les enfants de alors déjà, souvent, ils mangeaient leur déjeuner, en fait, le matin, pendant le morning tea, mais ils avaient obligation pendant un quart d'heure de rester,
manger logiquement et ensuite le reste de l'heure, ils pouvaient aller jouer. Mais pour certains enfants, en fait, contrairement à en France où on est habitué à la cantine, quand même, ça dure un petit peu, au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Et aussi à la cantine, du coup, on a un lieu exprès pour s'asseoir avec des tables, tout ça. Là, en fait, ils venaient avec leur boîte déjeuner, ils mangeaient par terre dans la cour. Et en fait, eux, c'était vraiment histoire de dire, voilà, j'ai mangé et je vais jouer. Donc c'était très différent de la cantine ouais, en France. Et par contre, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que en fait, les enfants, ils étaient vraiment super contents d'aller à l'école. Ils arrivaient à l'école, ils saluaient leur maîtresse, ils arrivaient en souriant dans la classe et tout. Alors au début, moi, je me suis dit que c'était la maîtresse qui avait dit de dire ça, mais donc moi, je proposais des activités et en fait, à chaque fois que je préparais une activité, à la fin, les élèves venaient me dire: merci beaucoup, d'avoir préparé cette activité, on s'est bien amusé. Ah, peut-être que la prochaine fois, tu pourrais faire ça différemment ou comme ça» et moi, je me suis dit: «Waouh, c'est c'est trop bien», pour avoir aussi travaillé en France, en général, le cours est terminé, les élèves s'en vont. Aussi au niveau bon, j'étais à Auckland et il pleut beaucoup, mais on a quand même aussi des fois du soleil et les températures sont pas trop basses. Donc souvent la maîtresse, elle disait: «Ah là, par exemple, avec ce groupe, tu pourrais aller, préparer, un peu, quelques exercices de théâtre. Bon, bah, allez dans la cour pour vous entraîner» ou alors, des fois, ils manipulaient des objets pour les maths et du coup, ils se mettaient sur le sol. Ils avaient tous une place, à un bureau et tout ça. Mais en fait, ils restaient pas de 9 heures à 15 heures assis à leur bureau en train d'écouter la maîtresse. Il y avait beaucoup de mouvements, en fait, dans la journée. Ils faisaient aussi beaucoup d'exercices pour, s'aérer et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Oui, ça, en effet, ça a l'air très intéressant. Ça fait penser un peu à ce qu'on fait dans l'école où je travaille, qui est une école Waldorf. Au début, on fait plus ce qui est très intellectuel et ensuite viennent les arts, le corps, etc. Pour justement, le matin, ils peuvent vraiment se concentrer, donc on met ce qui demande le plus de concentration. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est, par exemple, l'école alors au début, ça fait un peu bizarre en tant que Française, j'ai connu l'école en France avec, quand il est, 16h30, on va au portail et on attend que, les parents soient là pour, donner les alors que du coup, le 1er jour où j'étais en Nouvelle-Zélande, 15h, on ouvre la porte et: «À demain les enfants!» et moi j'étais, «C'est bizarre», j'étais un peu étonnée et aussi, donc en général, il y a des aires de jeu, dans l'école et du coup, c'est possible le week-end, de venir, de jouer, dans la cour de l'école et en Nouvelle-Zélande, ils ont forcément, c'est une île, donc c'est très important de savoir nager parce que la mer est jamais très loin. Donc la plupart des écoles ont une piscine, dans l'école et dans certaines écoles, c'est aussi possible que les parents, par exemple, aient les clés pour accéder à la piscine, en dehors des heures d'école, pour y aller. Alors, on va revenir un peu vraiment au thème de la fille au père. Concrètement, comment on peut devenir fille au père? Alors, il y a plusieurs façons. Soit surtout si on veut, aller hors Europe, c'est bien de passer par une agence. Par exemple, pour les États-Unis, je crois que c'est même obligatoire. Moi, du coup, j'ai toujours été jeune fille au pair, en Europe, donc je suis passée par, le site Au Pair World. Alors la première fois, c'était d'abord sur le site de l'OFAGE et la famille m'a renvoyé, du coup, son profil sur Au Pair World. Donc ce site est super bien fait. Tu as un profil à remplir et il y a plusieurs catégories où tu dois vraiment te présenter et tout ça. Donc aussi bien la famille, accueille que l'au pair. C'est gratuit pour les jeunes filles au pair ou les garçons au pair et c'est payant pour les familles. Mais par contre, une fois qu'on a rempli son profil et tout ça, donc on peut, contacter nous-mêmes des familles ou aussi on peut servir de l'automatch. Par exemple, donc moi j'étais plus intéressée par les pays où on parlait allemand, donc j'allais mettre, que j'étais française, mais que je pouvais parler allemand. Après on peut choisir aussi si on est d'accord pour être dans des familles monoparentales, aussi l'âge de l'enfant. Est-ce qu'on est d'accord pour s'occuper, des nouveau-nés, premières années ou est-ce qu'on est plus pour s'occuper des enfants de 8 ans, par exemple. Normalement, il faut toujours que dans la famille, il y ait un enfant qui est au moins de 10 ans. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de prendre une au pair. Et du coup, il y a plusieurs catégories. Par exemple aussi, ce qui est assez demandé, c'est d'avoir le permis, en général. Je sais que moi, en tout cas dans les 2 familles où j'étais pour l'année, c'était indispensable parce qu'ils avaient vraiment besoin de moi pour emmener les enfants à l'école ou aux activités. Donc pareil, on dit si on a le et ce qui est bien, c'est que, du coup, c'est sécurisé, c'est sur le site. Ensuite, une fois qu'on a fait les premiers échanges, sur ce site, on peut bien sûr, donner, son numéro pour faire un appel, WhatsApp ou quelque chose comme ça, mais au moins, au début, c'est sur le site.
Sinon, il y a aussi pas mal, qui passent par les groupes Facebook. Ça, c'est plutôt si on sait déjà exactement où est-ce qu'on veut aller. Par exemple, on peut aller sur, Au Pair à Berlin ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu moins encadré peut-être parce que du coup, c'est entre particuliers, on va dire. Moi, ce que je recommande vraiment pour les au pairs, ce que j'ai, je pense, ouais, toujours fait, c'est en fait de demander le contact de l'ancienne au pair. Alors ça peut arriver bien sûr que vous soyez la première personne, ou qui vienne d'avoir des enfants, donc voilà. Mais c'est bien d'avoir, aussi, le retour d'une personne qui a été au pair, dans cette famille. Après quelque chose qui est bien, mais qui est aussi un peu difficile à faire, c'est, d'aller dans cette famille avant d'être au pair, les rencontrer, comme moi j'ai eu l'occasion, sur un long week-end ou, bon bien sûr, si vous voulez être au pair en Australie, vous allez pas y aller pour un week-end, mais c'est bien, ça. Ensuite, c'est bien de vraiment, si vous vous dites: «Ah je verrai sur place, je m'adapte et tout ça», en fait, il y a vraiment des choses des fois qui peuvent, déjà, c'est quand même, un peu difficile d'arriver dans une nouvelle famille, dans un nouveau pays et tout ça. Donc, pour éviter, des mauvaises surprises, d'être, aussi au clair, c'est bien que le contrat soit le plus précis possible. Par exemple, déjà au niveau des heures, combien d'heures, par semaine, la famille a besoin que le père travaille? Est-ce que, par exemple, les babysitting font partie des heures de travail ou est-ce que l'au pair va être payé en plus, si elle fait, des soirées de babysitting? Est-ce que, du coup, on travaille plus le matin, plus l'après-midi ou est-ce qu'on a nos week-ends de libre aussi? Un petit souci que j'ai eu, par exemple, avec, ma famille en Autriche, quand je suis arrivée, donc j'étais là pour m'occuper des enfants, mais j'étais aussi là pour découvrir le pays, me faire des amis et tout ça. Donc pour moi, c'était important de savoir à l'avance mon planning et en fait, la famille communiquait pas forcément, tout le temps trop à l'avance et des fois, c'était, l'après-midi pour le soir: «Ah ce serait bien que tu gardes les filles ce soir, on voudrait sortir» et tout ça. Et en fait, oui, ça faisait partie de mon travail, je savais, mais du coup, en fait, j'avais peut-être aussi prévu des plans parce que je savais pas que j'allais travailler. Donc ensuite, j'ai communiqué avec la famille, je leur ai dit: «Ce serait bien d'avoir un calendrier» et c'est vrai que, c'était pratique, d'avoir le planning au moins pour la semaine. Après, bien sûr, si la mère était bloquée au travail ou si le papa avait une réunion, qui était prévue au dernier moment, bien sûr, on s'adapte, mais au moins de savoir un peu à l'avance parce qu'il faut se dire, en tant que famille, on a une au pair qui est entre guillemets «à disposition», mais elle a aussi le droit d'avoir, sa vie privée et d'avoir, d'autres projets et aussi ce qui est important, je pense, c'est, là je parle plutôt du point de vue des familles, si vous allez échanger avec, un ou une au pair, peut-être que vous allez avoir l'impression: «Ah on se comprend super bien et tout», mais oui, vous avez parlé peut-être une demi-heure, après là où il arrive sur place et la personne, du coup, va pas oser dire qu'elle comprend pas, sauf qu'en fait, elle a quand même la responsabilité de vos enfants, donc c'est mieux que ça se passe bien. Après, ça dépend aussi de l'âge des enfants et tout, bien sûr, mais faut faire un peu attention à la langue parce que ce sera quand même le moyen de communiquer au quotidien et du coup, voir après au niveau, pareil alors ça dépend des pays et tout ça. Sur, Opera World, il y a des guides par pays pour savoir un peu, comment ça se passe et aussi, par exemple, le montant de l'argent de poche parce que ça varie aussi selon les pays et pour les cours de langue, par exemple, voir à quel point est-ce que vous acceptez de payer des cours de langue ou pareil définir pour l'assurance maladie en général. Il y a aussi la question des transports parce que sans titre de transport, on va dire, ça limite quand même, pas mal la liberté de mouvement de l'au pair. Après ça dépend où est-ce qu'on habite et tout ça, mais moi par exemple à Berlin, si j'avais pas pu, prendre les transports ou si j'avais dû les payer de ma poche, par exemple, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois et c'est super important, d'encourager, votre au pair à faire d'autres choses en dehors de la famille et ce qui est bien aussi, enfin, je sais que j'avais apprécié la famille au pair en Autriche. En fait, ils avaient plein d'amis qui avaient aussi des au pairs et donc directement, ils nous ont dit, «On invite tout le monde, comme ça vous allez rencontrer les autres au pairs». Après bien sûr, ce les affinités, ils peuvent pas contrôler si on va bien s'entendre ou pas, mais au moins, ils ont fait ça et comme ça, on a pu un peu rencontrer, quelques personnes et après c'est à nous de voir si on continue de se voir ou pas, mais au moins ça permet de pas être tout seul au début, et je sais que moi, ça m'a beaucoup encouragée pour, notamment, pratiquer l'allemand parce qu'en fait, j'avais un bon niveau d'allemand, mais c'est vrai que, dans la famille, du coup, j'étais peut-être un peu plus timide parce que je me disais: «Ah, faut pas que je fasse de fautes». Alors c'était bien parce qu'avec les enfants, du coup, on apprend vraiment à faut bien prononcer, sinon, ils vont pas forcément comprendre. Mais du coup, j'étais un petit peu plus stressée peut-être avec la famille que du coup avec mes amis, au pair
qui venaient d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Donc notre langue commune, c'était l'allemand. Et en fait, je savais qu'avec eux, si je me trompais d'article, c'était peut-être pas si grave. Et donc, on prend un peu plus confiance et on parle un peu avec plus d'aisance et tout ça. Et puis, bon, des fois, on se corrigeait un peu. Ou alors, on avait moins peur de demander aux autres, ah, au fait, genre, ce mot, je sais pas. Et donc, par exemple, ils allaient le dire en espagnol. Et du coup, bah, l'espagnol et le français, c'est assez proche. Donc, j'étais, ah oui, je sais ce que tu veux dire et tout. Et donc, ça, c'est chouette. Ouais, c'est chouette, c'est multiculti d'au pair. Bien de rencontrer des gens qui viennent de partout presque, hein. Oui. Alors, pour finir, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes que tu voudrais nous raconter qui te sont restées de tes différentes expériences en tant que fille au pair? Avec la famille en Italie, où donc moi, j'apprenais l'italien et elles apprenaient le français. Il y a une fois où on venait de terminer de déjeuner et tout ça, et du coup, elle me disait quelque chose en italien et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et elle disait adesso et elle pointait le sol du doigt. Et moi, j'avais aucune idée de ce que ce mot voulait dire. Et en fait, bon, j'avais un dictionnaire si besoin, mais je me disais bon, je vais chercher quand même. Et je me disais, bah, le sol, elles veulent aller dans la pièce d'en dessous. Vraiment, je comprenais pas. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai fini par ouvrir le dictionnaire. Et en fait, ça voulait dire maintenant. Et je me suis dit, ah ben oui, c'est super logique de pointer le sol, en fait. Moi aussi, j'aurais pu faire ça. Et du coup, ça m'est resté. Après, j'ai jamais plus oublié ce mot. Mais sur le coup, comme ça avait vraiment rien à voir avec maintenant, le mot français. Vraiment, je voyais pas ce qu'elle voulait dire. Et du coup, c'est arrivé plusieurs fois, ouais, où avec des mimes et tout ça, bah, des fois, on est sur la même longueur d'onde, la même fréquence, et puis bah, des fois, pas du tout. Mais c'est ce qui marque, en effet, c'est ces anecdotes rigolotes racontées par la suite, hein. Mais écoute, je te dis merci pour tout ce que tu nous as raconté, c'était très instructif et je pense que c'est vrai que au pair, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais on ne sait pas forcément dans le détail ce que c'est, comment on peut devenir au pair, comment on peut avoir une au pair. Et voilà, c'est pour ça que je trouve aussi ta proposition très intéressante. Et voilà, que ce soit un peu plus concret et complet. Bah, merci de m'avoir invitée. Si cet épisode vous a inspiré, rassuré ou donné envie d'aller plus loin dans l'aventure du bilinguisme et de l'expatriation en famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur le site des Franco-Expats et sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver des cours en ligne spécialement conçus pour les enfants expatriés, des ressources pratiques, des témoignages et une communauté active de familles qui jonglent entre langue, culture et fuseaux horaires. Retrouvez tous les épisodes du podcast ainsi que nos contenus dédiés aux familles expatriées sur lesfrancoexpats.com. Pensez à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser un avis. C'est grâce à vous que cette belle aventure continue de grandir. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons ensemble à faire voyager la langue et la culture francophone aux 4 coins du monde.